Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter nos participants pour débattre d'un sujet qui n'est pas un sujet récent, mais qui est d'actualité, euh, qui est le sujet de notre responsabilité Eh, face aux coucou. technologies que nous créons. Oui. Euh, Je vais te donc, demander. merci de vous mettre en mute, effectivement, pour que nos participants puissent parler et discuter. Et vous aurez le temps de poser vos questions, bien évidemment, tout au long de ce webinaire. Comme je le disais, donc, le sujet de cette session, c'est euh, comment faire des technologies, des outils à notre service et non l'inverse. Quelles sont nos responsabilités face aux technologies que nous créons? Et c'est un débat qui est d'actualité puisque nous sommes témoins d'évolutions très rapides dans les domaines technologiques, notamment des IA et des IA génératives qui vont en faire un sujet brûlant. Euh, Nous avons ce soir deux étudiants de l'ESSEC Business School qui vont animer ce débat, Valentin et Roman. Merci beaucoup euh, de vous être proposés pour l'animation. Et j'aimerais remercier donc les invités qui ont accepté de se prêter à cet exercice. D'abord, Isance de France, docteur en droit, qui travaille à la Gendarmerie nationale en charge des missions sur l'intelligence artificielle et qui a travaillé sur des sujets sur la robotique terrestre, la robotique militaire et qui s'intéresse beaucoup au sujet de la souveraineté. Merci également à Rim Teraoui, qui est fondatrice et PDG d'Ariam, qui est experte à la croisée du monde de la finance, de la donnée, de l'IA et des sujets d'impact sociaux et environnementaux. Euh, Nous avons également Gontran Peubé, qui est le partenaire chez OnePoint, en charge des sujets d'intelligence artificielle, des données et des plateformes. Et nous accueillons enfin Laurent Bibard, philosophe, professeur à l'ESSEC et qui s'intéresse tout particulièrement à ces thématiques, qui a posé des questions comme peut-on tout attendre des technologies ou qui a analysé les liens entre l'éthique et la transformation. Donc je vais vous donner, Laurent, la main pour commencer cette table ronde. Euh, bon débat à tous et n'hésitez pas à poser des questions. Merci Abdou, merci. Est-ce que je suis bien audible? Ah, je vois que ma caméra s'est débranchée. Désolé, j'ai depuis tout à l'heure une question technique. J'espère qu'elle va rester branchée. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis extrêmement heureux cet événement, cette discussion ce soir. Au titre de ce que le MetaLab a sollicité, c'est que je travaille et j'intervienne dans le cadre du MetaLab en particulier sur des questions d'éthique. Et on a ce soir une thématique extrêmement importante. Juste pour situer, elle va être en trois temps. On a cet événement avant l'été, et il y en aura deux autres qui porteront successivement sur la notion de créativité liée à l'intelligence artificielle et également celle plus spécifiquement des impacts sociaux environnementaux de l'IA qui sera le troisième événement de cette série. Et cette série a été mise sous la question de savoir si les technologies sont un bien ou un mal, qui est une question qu'on a discutée avec les étudiants, en particulier Valentin et Roman. Et merci Valentin et Roman d'être là pour animer la table ronde. Je donne un élément sur l'esprit. Plus on échange, mieux c'est. Alors, il y a deux temps qui sont proposés. Un premier où interviendront les membres de la table ronde et dans un ordre que je vais vous proposer dans un instant. Mais dans la salle, surtout, n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Et en particulier, merci Déborah, comme vous l'avez proposé, hein, de rassembler les questions qui seront posées sur le chat et de repérer les mains levées quand les gens veulent intervenir. Et dernier point technique, merci à tout le monde. Quand vous n'intervenez pas, ce que je vais faire moi-même dans un instant, de couper votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence lors des interventions. Euh, Simplement comme transition, moi je suis particulièrement heureux des échanges qu'on prévoit dès maintenant et dans les deux événements qui suivront à la rentrée. C'est capital qu'on réfléchisse à ce que nous faisons avec les technologies en général, artificielle en particulier, et générative qui a des effets sociaux considérables, économiques et sociaux considérables, et du coup sur notre relation au monde, nous en tant qu'humains. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est
d'écouter d'abord Isance de France qui, Abdou vient de le rappeler, travaille à la Gendarmerie nationale. Et vous nous en direz un petit peu plus, Isance, dans un instant, à partir de la question que vous posez les étudiants, donc Valentin et Roman. Ensuite, Gontran Peubé. Gontran, si tu es d'accord dans cet ordre-là, d'intervenir pour répondre à la question qui sera posée par les étudiants. Il nous a semblé intéressant de continuer avec vous, Rim Teraoui. Et puis, moi, je donnerai quelques mots lors de ce premier tour de table à partir de la première question posée par Roman et Valentin. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce qu'il y a peut-être une question ou des questions pour l'instant parmi les intervenants de la table ronde ou parmi les participants sur l'organisation de l'événement, en rappelant que nous finirons à 19h30 comme c'était proposé dans le programme? Est-ce que ça va ainsi? Et si c'est le cas, voilà, Roman et Valentin, à vous. Très bien, je vais prendre la main. Merci Laurent pour cette introduction, merci Abdou pour ces mots. Merci à nos intervenants d'être présents ce soir et merci à vous de vous prêter au jeu et de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui me semble tout à fait intéressant. Pour poser la première question, au vu du fait que la question principale, c'est quand même comment faire pour que la technologie soit considérée comme un bon outil pour nous, je pense qu'il est primordial de poser le débat et du coup, je vais interroger Isance de France. Qu'est-ce que, selon vous, est un bon outil? On est curieux d'avoir votre définition à vous et à vous autres, à tous les intervenants. Merci. Ouf, dure question. Qu'est-ce qu'un bon outil? Eh bien, c'est ce qu'en fera l'utilisateur. Alors, moi, le sujet au sein de la gendarmerie, c'est qu'effectivement, on en a trop des mauvais utilisateurs hein, et on essaie de courir avec, on essaie de courir derrière eux. Voilà, ces cyberdélinquants, ces cybercriminels, et puis aussi ces apprentis sorciers en intelligence artificielle. Et on voit bien hein, d'ailleurs que finalement, on a une augmentation importante du nombre de délits et crimes dans l'espace numérique et ça s'amplifie avec l'intelligence artificielle. Pour que ça soit très concret pour chacun de vous, par exemple, on a de plus en plus affaire à de la fausse information. Donc, tout ce qui est deepfake. On a aussi des usurpations d'identité grâce à de l'intelligence artificielle. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on a du mal, nous aussi, à tracer voilà, d'où vient l'origine de ces trucages d'images. Je peux vous citer un autre exemple également. Hein, augmentation, c'est de pire en pire derrière de pédocriminalité. Alors ça, c'est vous couplez deux sujets. Le premier, c'est eh bien, l'utilisation massive des réseaux sociaux. On a beau sensibiliser les étudiants et les parents sur ce sujet-là. En réalité, on voit bien que ça ne fait que enfler. Et ça, c'est une manne, effectivement, pour tout un tas de gens malveillants. Une fois que j'ai évoqué ces usages-là, eh bien, la gendarmerie très tôt a pris le sujet à bras-le-corps. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'elle travaille sur les sujets d'intelligence artificielle, même plus, hein, parce que sa principale fonction, c'est au-delà de bien savoir réagir, il faut aussi qu'elle anticipe correctement toutes ces menaces. Et elle avait vu un peu le train venir avec l'arrivée, effectivement, des réseaux sociaux, des téléphones portables et donc de la construction de l'espace numérique. Rapidement, là encore, peut-être 4 choses à dire sur l'intelligence artificielle pour introduire, puisque on me donne cette ambitieuse fonction. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle se distingue de ce qu'on a pu voir en fait de toute autre technologie, à la fois parce que c'est un outil de propagation, elle se propage dans tous les espaces. Donc, il y a cet élément géographique qui est important. Et ça, concrètement, comment on le voit eh bien, on voit bien qu'elle arrive par, comment dire, par les nations, par la consommation. Là, c'est arrivé aussi par ChatGPT, on en a beaucoup parlé avec l'arrivée de l'IA générative. Et ça, quelle est la conséquence de ça pour nos entreprises et pour vos institutions publiques, enfin nos institutions publiques, c'est qu'il y a eu un phénomène de frustration.
bien évidemment, puisque ça s'est propagé, tout le monde a voulu toucher. Et donc, on a bien constaté que ce qui est offert aux citoyens massivement, ce qui est offert aux consommateurs massivement, ce n'est pas forcément les mêmes outils quand on les travaille au sein des entreprises ou quand la cible, ce sont les salariés. Donc, nous, on a vu des premières frustrations là-dessus, justement, où ça se propageait et on arrivait à l'utiliser facilement. Et donc, non, c'est pas aussi facile. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut intensifier toute la formation sur l'intelligence artificielle, qu'on parle beaucoup d'IA générale. Eh bien, en réalité, les usages sont très spécifiques à toutes les entités. Deuxième, peut-être, caractéristique, c'est la vitesse d'évolution. Je vous parlais tout à l'heure d'apprentis sorciers, de data sorciers, en fait, qui s'essayent à l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. Du coup, ça rejoint la propagation de cet outil d'intelligence artificielle. Et au-delà de ça, la caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est tout le temps en apprentissage. Et donc, il faut pouvoir suivre cet apprentissage. Ça va faire écho à ce que vous avez peut-être déjà entendu parler sur la réglementation d'intelligence artificielle qui a demandé à ce qu'on ait un contrôle humain. Justement, c'est pour contrôler cette vitesse d'évolution qui est liée à cette technologie d'apprentissage. Troisième chose qui me semble importante, et là j'insiste là-dessus parce que ça va rejoindre aussi peut-être des frustrations, c'est sa nature d'aide à la décision. En fait, on croit, parce qu'on a anthropomorphisé l'intelligence artificielle, que c'est une technologie de décision. Non, c'est une technologie d'aide à la décision. Elle permet effectivement à la personne qui utilise cet outil-là de normalement faire de meilleurs choix. Donc, ça rejoint un peu la question centrale de cette conférence-là. Et donc, ça aussi, il faut intensifier la formation pour rappeler que c'est un outil d'aide à la décision et qu'il faut le mettre au bon niveau. Moi, j'ai vu beaucoup de frustration aussi dans l'institution et dans les entreprises parce que c'était mis au mauvais niveau. L'intelligence artificielle était mise dans les mains d'exécutants et donc, en fait, finalement, ça ne répondait pas à la caractéristique même de cet outil. Dernier élément qui est essentiel, c'est sa caractéristique, bien évidemment, politique. C'est un objet politique, c'est un objet géopolitique avant tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est, comment dire, elle est traitée au plus haut niveau. C'est pas innocent et que, effectivement, elle montre derrière cet objet politique, en fait, les décideurs, ceux qui font cette intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de confiance. Parce que le sujet, c'est pas d'avoir confiance en la technologie, mais plutôt confiance en ceux qui font la technologie. Et donc, c'est pas pour rien que tous les grands pontes, grands chefs de Big Tech évoquent leur vision de la société, évoquent ce qu'ils veulent faire avec l'intelligence artificielle, mais parce que c'est cet objet politique qui dit, et ça, c'est une caractéristique très particulière, elle transforme la société de demain. Donc, effectivement, là, tout le monde est en train de dire ce qu'est la société de demain. Voilà, j'en ai fini. Alors, merci beaucoup. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous avez parlé des mauvais utilisateurs, des nouvelles technologies, de la nécessité de sensibiliser encore plus. Et donc, j'avais une question qui portait sur justement l'éthique des nouvelles technologies. Euh, Faut-il toujours poursuivre ce rôle d'éducation? Faut-il éveiller positivement, éduquer davantage aux implications morales de la technologie? Finalement, vous avez dit comment la mettre au bon niveau. C'est ça ma question. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si je continue, on va peut-être laisser la parole aux autres intervenants. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. Je me permets un tout petit mot. Je trouve que la question de Roman est tout à fait importante. C'est évident qu'il faut, hein, mais en tout cas, si on veut un monde qui fasse sens, c'est évident qu'il faut continuer l'éducation. Mais la formulation que vous avez utilisée, Roman, est très importante. C'est comment trouver le bon curseur, quoi, comment faire en sorte que ça marche. Retenons la question. Je trouve, merci Isance de dire on va continuer le tour de table. Vous avez raison, mais retenons bien la question. Et Roman, revenez-y si vous trouvez qu'on ne l'aborde pas. On D'accord, peut très le bien. faire comme ça. Du coup, voilà, Parfait. Gontran, à toi. Alors, en rebond à une question ou à une introduction, ou j'y vais de mon Peut-être à propos la question qu'ont posée Roman et Valentin au début. sur le Ah, bon, Le bon outil, voilà, sur absolument. le bon Qu'est-ce outil. que c'est un bon outil selon vous? On est bien d'accord.
Bah, alors, le début de la réponse serait forcément assez en phase avec ce qu'indiquait Isance. Vous connaissez l'adage, il y a pas de mauvais outils, hein, il n'y a que de mauvais ouvriers. Donc on peut peut-être presque démarrer en définissant un bon outil comme le contraire d'un mauvais outil, c'est-à-dire un outil qui ne mettrait pas en situation d'avoir de mauvais ouvriers. Et en faisant ça, je pense qu'on reboucle immédiatement sur la question qu'on a mis en stock pour la suite, à savoir la formation pour que ces ouvriers soient les meilleurs. Alors justement, si on parle de ces ouvriers, c'est peut-être intéressant de s'attarder, enfin de filer la métaphore et de voir de qui on parle finalement. Moi, j'ai l'intuition, si on inscrit cette transformation apportée par l'intelligence artificielle dans la logique de la quatrième révolution industrielle, hein, qui est chère à Yuval Harari, j'ai le sentiment que finalement les ouvriers dont on parle, ce sont alors ce que les Anglais, les Anglo-Saxons appellent les knowledge workers, donc tous les gens qui manipulent du knowledge, alors c'est soit de l'information, soit du savoir, mais retenons cette idée de knowledge worker parce que derrière le knowledge, il y a effectivement derrière ce savoir, il y a de l'information, il y a des données et il y a surtout des choses qui sont de nature livresque. Je dirais presque. Alors c'est pas au sens romanesque du terme, mais c'est au sens littéral du terme. Et donc aujourd'hui, les intelligences artificielles dont on parle, hein, qui sont principalement les IA génératives, parce qu'elles ont remis l'intelligence artificielle sur le devant de la scène, sont des IA qui sont fondées sur ce qu'on appelle des LLM, donc des Large Language Models. Et donc le langage est réellement le fondationnel dans les IA d'aujourd'hui. Donc, j'en reviens à mes bons et mes mauvais ouvriers. Donc, ces knowledge workers, pour qu'ils puissent utiliser de bonnes intelligences artificielles, il y a la nécessité impérieuse de les former, évidemment, on y reviendra. Mais il y a surtout la nécessité de bien comprendre les champs d'application qui peuvent être celles de l'intelligence artificielle. Et là, on peut se lancer dans plein de subdivisions et ça va être très dépendant des secteurs et peut-être qu'on pourra effeuiller quelques cas d'usage. Mais ce qui est important de comprendre, c'est finalement d'imaginer que dans les tâches quotidiennes de ces knowledge workers, bah, il y a plein pas des métiers en entier, mais des tâches qui vont pouvoir être, alors certains diront augmenter, d'autres diront remplacer. Je vous laisse choisir votre camp du pessimisme ou de l'optimisme. Mais il y a beaucoup de tâches qui vont pouvoir être outillées par l'intelligence artificielle. Et ça va donner lieu, je pense, à deux grandes modalités finalement d'utilisation de l'intelligence artificielle. Soit des utilisations conscientes, et j'emploie le mot, enfin, il a son importance, ce mot de conscient, soit des utilisations conscientes de l'IA avec des utilisateurs, les ouvriers dont je parlais donc, hein, qui, conscients que l'IA peut faire mieux ou plus vite ou de manière plus pertinente une action qu'ils s'apprêtaient à faire, ces utilisateurs vont mobiliser l'intelligence artificielle. Et là, je pense qu'on est dans une logique de mobilisation consciente qui est extrêmement intéressante parce qu'elle aussi, elle reboucle sur le sujet de formation, parce qu'il faut savoir avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir dire, ah là, je pense que l'IA va faire mieux que moi. Là, au contraire, j'ai l'impression que je suis plus pertinent. Donc là, cette grande famille, je pense, que c'est celle de l'utilisation consciente. Et puis, il y a une autre famille, un autre pattern, si vous me passez l'anglicisme d'utilisation, qui, elle, va être plus inconsciente, voire complètement inconsciente et transparente pour l'utilisateur, qui, de ce fait même, peut être assez effrayante, qui est finalement un petit peu à l'image qui est très répandue que nous utilisons tous dans notre vie privée de l'IA sans nous en rendre compte, confère les recommandations de votre plateforme vidéo préférée ou les recommandations de trajet de votre navigateur sur votre téléphone préféré. Mais dans nos activités, dans nos métiers de travailleurs du savoir, on va peut-être être amené à utiliser sans le savoir ces IA, qu'elles soient génératives ou pas. Et là, c'est à nouveau un enjeu d'éducation, me semble-t-il, parce que il va falloir en être
conscient, conscient que nous sommes exposés à cette utilisation même de manière transparente. Alors ces éléments, ils ont été théorisés dans un papier que j'aurais beaucoup de plaisir à partager peut-être dans la conversation qui va avec la conférence, avec le webinar, un papier de la Harvard Business School qui théorise ça, et vous verrez, l'image est très parlante en centaure et cyborg. Le centaure, c'est cet humain, enfin ce tronc et ce visage, cette tête, hein, du coup, cet esprit humain qui est propulsé par l'arrière-train du cheval, donc qui a toute la puissance du cheval, mais qui est mobilisé de manière consciente par l'esprit humain. Et le cyborg, à l'opposé, c'est l'humain qui est complètement perclus enfin, tel qu'on se le représente, hein, de capteurs ou d'intelligence artificielle ou pas que d'intelligence d'ailleurs, mais d'une force artificielle dans l'ensemble de ses organes et de ses membres. Et lui, forcément, il se déplace, il a des actions qui mobilisent cette force externe de manière inconsciente. Je pense que c'est très caricatural, évidemment, mais les choix qui vont nous être posés dans les métiers qui sont les nôtres, ces métiers des knowledge workers, vont être d'adopter l'outil, je reviens à la question du bon ou du mauvais outil, de l'adopter au travers de ces deux grands patterns, une adoption toujours à bon escient, mais parfois consciente, parfois inconsciente, et cela nécessitera un certain nombre de... On a changé d'écran, hein, là, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il est normal qu'on voit. Voilà. Cela nécessitera en tout cas de la montée en compétences et l'adaptation, et sans doute un changement culturel très important. Ça a été dit par essence, mais moi je pense que c'est là-dessus. Et la question qui a été stockée, je dirais, pour la suite, a vraiment toute son importance dans le discours que nous aurons plus tard. Je me permets un instant de prendre le micro pour souligner, je trouve, c'est extrêmement important ce que Gontran Peubé vient de dire. Je voudrais raconter une anecdote que j'ai eu l'occasion de mettre par écrit dans un petit bouquin sur l'intelligence artificielle, euh, par rapport à la conscience et par rapport à ce que nous savons et ce que nous faisons en le sachant ou pas. Gontran, pour le coup, hein, dans un échange sur l'IA appliquée au pilotage des avions, moi, je me rappelle avoir eu un échange très rapide avec un concepteur de systèmes électroniques embarqués qui dit à un moment, bientôt, il n'y aura plus de pilotes humains dans les avions. Et je rétorque, bon, bah, dans ce cas-là, moi, je ne monte pas. Et la réponse était complètement éloquente de la présupposition tout à fait humaine, hein, trop humaine qu'il y a derrière, c'est, mais vous ne le saurez pas. Ça veut dire, nous prenons la décision consciente de ne pas vous le dire, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, il y a dans les conceptions des vices fondamentaux par rapport à des présuppositions et qu'il faut absolument qu'on interroge pour s'approprier les technologies. Je ferme la parenthèse, pardon de ceci, mais c'est le propos de Gontran qui, voilà, qui me semble tout à fait important. Voilà, Roman et Valentin, je referme mon micro. La logique voudrait qu'on ait la définition assez brève, si possible, pour qu'on puisse quand même explorer d'autres questions et d'autres pistes de réflexion autour de d'autres questions. Est-ce que Rim, vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner une Oui, brève définition de... je vais faire très bref, d'autant que beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord ont été dites. Pour moi, foncièrement, je pense pas qu'il y ait des bons outils et des mauvais outils, hein. Des outils, c'est ce qu'on choisit d'en faire. Et en cela, c'est un peu des miroirs de nos sociétés et de nos valeurs, et donc du meilleur comme du pire de nous-mêmes. Et par conséquent, il nous incombe vraiment de faire en sorte que l'IA reflète surtout le meilleur. Je pense que, comme l'a dit Yvance, aujourd'hui, nous avons une fenêtre d'opportunité qui est quand même assez extraordinaire avec des possibilités quasi infinies offertes par l'IA générative. En plus, en France, il se trouve qu'on a une stratégie nationale qui est très ambitieuse, avec des moyens qui sont mis sur la table. On a un écosystème qui est assez dynamique. Et en même temps, il y a toutes ces tensions qui s'expriment
des tensions entre ces usages qui se généralisent, ces objectifs de croissance et d'excellence, et en même temps des vraies préoccupations en matière de cybersécurité, d'emploi, de concurrence, d'éthique, de propriété intellectuelle et j'ajouterais d'environnement. Et c'est compliqué parce que ces tensions s'expriment dans une phase qui est une phase d'hypercroissance. Donc, réserver ou préserver l'espace nécessaire pour vraiment poser l'équation et réfléchir à comment est-ce qu'on réconcilie tout ça, c'est compliqué dans des phases d'hypercroissance. Et j'insiste sur cet aspect-là parce que je pense qu'il faut bien comprendre que l'avènement de l'IA générative, c'est une véritable rupture hein, dans le cycle de développement et d'adoption de l'IA à la fois parce que c'est très simple, c'est très accessible, c'est très performant et comme je le disais, il y a vraiment ce côté généralisation des usages. Et donc, il faut s'attendre à ce que ça devienne une sorte de modèle presque dominant de plateforme numérique multi-usage. Et dans ce contexte, il y a trois questions majeures qui se posent à mon sens. La première, c'est celle de la trajectoire carbone, hein, ou plus généralement de la trajectoire environnementale de cette solution, qui est quand même de mon point de vue, vraiment préoccupante. La deuxième, c'est ce que vous avez évoqué, c'est celle de l'acculturation de masse, à la fois d'ailleurs pour éviter des phénomènes d'exclusion et pour promouvoir cette utilisation éclairée, maîtrisée, éthique. Et enfin, il y a aussi, de mon point de vue, la question du fléchage vers les usages qui créent le plus de valeur pour nos sociétés, étant donné le coût environnemental. Et c'est vraiment sur ces trois dimensions clés qu'il me semble très important d'avoir rapidement des avancées pour assurer une dynamique de croissance qui maximise les effets positifs de l'IA et en limite les potentielles externalités négatives. Et là où j'aurais un tout petit bémol par rapport à ce qui a été dit, c'est que je pense que c'est pas tout à fait faire entre guillemets, poser toute la responsabilité de cet usage éthique, maîtrisé, frugal, etc., sur les utilisateurs. Je pense qu'il y a une vraie problématique de responsabilité cumulative hein, dans toute la chaîne de valeur de l'IA. Et si je reprends toujours mon histoire de coût environnemental, hein, je suis désolée, c'est un peu mon dada. Clairement, il faut bien sûr acculturer et éduquer les utilisateurs sur les enjeux environnementaux afin d'appuyer l'utilisation de l'IAG vraiment pour les usages qui le nécessitent vraiment. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des LLM pour faire une recherche simple, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi accompagner les développeurs des solutions pour qu'ils adoptent des approches plus frugales. Il faut inciter les fournisseurs de solutions pour qu'ils mettent en place des systèmes automatiques qui orientent en fait vers les modèles pertinents et frugaux et pas systématiquement vers les modèles les plus puissants. Il faut limiter la multiplication des solutions et ça passe beaucoup par mettre des vraies incitations pour favoriser les solutions open source. Il n'y a que ça qui permettra d'éviter le gaspillage des ressources et la redondance. Donc voilà, je pense que la responsabilité, elle implique vraiment plusieurs acteurs dans la chaîne de valeur et elle est cumulative. Laurent, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce qu'on enchaîne sur une autre question? Non, moi j'aimerais bien réagir. Je trouve très important ce que Rim vient de dire. Mais très rapidement, en fait, il y a une question politique, comme l'a très très bien dit Isance dès le début, hein, pour le coup. L'enjeu est politique, c'est-à-dire que la question c'est comment est-ce qu'on vit ensemble d'une façon telle que ça fasse sens, sans qu'il y ait exclusion, sans qu'il y ait domination, etc. Et quand je viens d'évoquer le fait que dans la culture de certains concepteurs, et là Rim a parfaitement raison de dire attention, c'est pas que les usagers, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Ben, si certains concepteurs se font l'idée qu'il faut ne pas dire aux usagers ce qu'on va faire avec les technologies parce que c'est comme ça que ça marchera bien, ce que j'ai évoqué juste avant l'intervention de Rim, ça c'est catastrophique. Il y a une présupposition qu'il y a seulement certaines personnes qui peuvent comprendre ou qui peuvent faire et qui font et comprennent pour les autres et à la place des autres. Ça, c'est un problème politique vieux comme le monde. Hein. Et ça, potentiellement, ça peut s'appeler de la tyrannie. Quoi. Nous savons pour vous, taisez-vous. Donc ça, c'est le premier point. Et une expression très concrète, je trouve, de cette posture qui est très problématique, qui n'a rien de technologique. C'est complètement humain. Une expression très concrète, c'est, moi, je rêve comment dire, qu'on élimine, pardon de l'expression radicale, le terme de solution que Rim vient d'employer à très juste titre.
pourquoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vend? La plupart du temps maintenant, on vend ce qu'on appelle des solutions. Et vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'on ne sait même pas à quel problème elles correspondent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de culture du problème, de culture de la problématisation. Les solutions sont préconçues, et là je reviens à ce que Rim vous disiez sur le fait que ce n'est pas les utilisateurs qui sont tout seuls responsables de la qualité d'usage des technologies, mais évidemment ça commence dès la conception, c'est que les solutions sont préconçues sans même interroger leur pertinence par rapport aux problèmes des utilisateurs. Et là, on a typiquement une relation de pouvoir, en tout cas de domination, et il est capital qu'on s'en sorte avant qu'elle devienne une espèce d'évidence tenue pour acquise. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair dans le propos, mais je trouvais très importante la manière dont Rim vous avez formulé, et du coup, je trouvais intéressant de réagir avec ces deux points, la question politique et son expression très concrète dans la manière dont on parle des technologies actuellement. Voilà, du coup, je repasse la main à tout le monde, et en particulier à Romain et Valentin. Mais... Alors oui, moi j'avais une question par rapport à la responsabilité justement. Donc Rim, vous avez parlé de responsabilité juridique. Il y a un rôle donc d'éducation, de régulation, c'est ce qu'on dit depuis le début. Est-ce qu'il y aurait aussi une forme de responsabilité juridique à développer? On pensait à la question politique, dans la question militaire aussi. Quel rôle des nouvelles technologies aujourd'hui dans la question militaire? On sait que c'est un sujet. Voilà. Donc, comment réguler plus droitement les nouvelles technologies pour en faire de bons outils de service, et notamment sur le rôle juridique, est-ce qu'il y a un vrai sujet? Répondra qui voudra. Oui, je peux me lancer. Alors, je ne pense pas avoir utilisé le terme juridique, en fait, mais c'est c'est un très bon point que vous soulevez. Effectivement, la question de la réglementation, elle est cruciale. Alors, il y a eu beaucoup de débats au sein du Hub Francia, qui est l'association loi 1901 que je préside et qui fédère l'écosystème des acteurs de l'IA en France sur est-ce qu'on a besoin d'une réglementation à ce stade, est-ce que ça ne va pas tuer l'innovation, etc. En fait, il nous semble en tout cas que avoir une réglementation, c'est quelque chose qui est tout à fait bienvenu. La question est plutôt quelle réglementation. Donc, c'est une étape nécessaire et incontournable. Comme tout compromis, ce qu'on a eu au niveau de l'AI Act en Europe, c'est quelque chose de relativement imparfait et donc beaucoup de contours techniques restent à préciser. Mais dans l'absolu, on ne peut que se féliciter d'avoir effectivement un cadre réglementaire qui cherche à créer un marché de l'IA qui soit ouvert, qui soit transparent, qui soit innovant, tout en encadrant les risques les plus sérieux et en protégeant les valeurs européennes et les droits fondamentaux. Et par rapport à la question militaire, je me tourne peut-être vers Isan de France, puisque vous êtes spécialiste de ces sujets-là, notamment. Je me trompe? Oui, j'ai été effectivement pendant 10 ans, j'ai fait de la recherche dans ce sujet-là. Euh, peut-être pour revenir d'abord sur la question juridique, ce qui me semble essentiel, c'est que on parle beaucoup de la réglementation d'intelligence artificielle. En fait, c'est la partie finalement émergée de l'iceberg parce que il y a comment dire, l'intelligence artificielle, la réglementation, elle s'inscrit dans un pack numérique. Donc, il n'y a pas qu'une réglementation, il y en a 10 parce qu'il faut en fait réglementer toute la chaîne de valeur et tout le process de l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais pour que l'IA fonctionne, il faut des machines de calcul, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut que la cybersécurité soit impeccable, il faut voilà, responsabiliser aussi les différents acteurs, donc ce qu'on appelle soit des fournisseurs de solutions, donc ceux qui vont mettre sur le marché des solutions, ceux qui vont les déployer, ceux qui vont juste les utiliser. On fait une distinction entre les consommateurs, les citoyens. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, ce que l'Union européenne est en train de faire, c'est qu'elle est en train justement d'essayer comment dire, d'encadrer tout le process dont a besoin une intelligence artificielle qui est le symbole de finalement de cette rupture technologique qu'on est en train de vivre.
C'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi c'est le symbole? Parce qu'en fait, il y a 2 sujets à travers l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans le champ militaire. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait fantasmer depuis le début parce qu'elle est soumise à ce que j'appelle moi le syndrome, Terminator. On a peur que demain, eh bien la technologie supplante, notre condition, enfin soit, finalement qu'on l'idée c'est pas que, on veuille que la technologie soit meilleure que nous. C'est juste qu'en fait, on ne suivra pas le rythme de la technologie parce qu'elle ira trop vite. Et donc, à un moment donné, cette technologie nous dépasse sans forcément qu'on le souhaite. Euh, Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'entends beaucoup que dans les guerres, demain, il va y avoir des robots. Demain, il va y avoir comment dire, des guerres ultra technologisées. C'est faux, archi faux. Pour qu'une guerre marche, il faut des morts. Et ces morts, il faut que ça soit bien humain. Donc, il y aura toujours d'humains sur du champ de bataille. Donc, la véritable question, c'est avant tout comment est-ce qu'on fait pour contrôler cette technologie. Et on voit qu'on est beaucoup soumis à cette espèce de syndrome Terminator. Je reviens ensuite dans le milieu civil, ce que je vois également dans la réglementation, et ce qui explique aussi la réglementation en IA, c'est que, finalement, on est soumis au syndrome Big Brother. Alors, le ministère de l'Intérieur, plus que tout autre ministère, est soumis à ce syndrome-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on craint que, la technologie soit mise que dans les mains de, finalement, d'une toute petite partie de décideurs, soit des grandes entreprises économiques, soit finalement un État. Et ce qui fait que ça viendrait, comment dire, mettre à mal notre modèle démocratique et nos institutions. Et c'est ces deux syndromes-là qui fait que, en réalité, on essaie de réglementer le plus possible, un, pour limiter les effets de monopole. Donc ça, c'est pour le syndrome Big Brother. C'est pour ça qu'on a fait la réglementation en IA aussi. Au-delà du fait qu'on réglemente un produit, l'idée, c'était aussi de contenir enfin, comment dire, de contenir l'intelligence artificielle comment dire, dans les mains d'un État qui deviendrait trop autoritaire. Et c'est aussi pour ça que dans le milieu militaire, et c'est la grande difficulté, on essaie de réglementer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ça fait 15 ans que le sujet de la réglementation en intelligence artificielle et de la robotique est dans les grandes instances du pouvoir. On n'y arrive pas pour la simple et bonne raison que, en fait, le sujet, c'est de la prolifération d'armes. Donc, ça dépend de la bonne volonté finalement, enfin, de différents États. Et on sait, il ne faut pas se mentir, que, en réalité, ce qui servira pour le milieu civil servira pour le milieu militaire et qu'on a du mal aujourd'hui à réglementer ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éthique dans le milieu militaire, avant tout. C'est une manière, voilà, de dire, bah, on sent bien que le droit est peut-être insuffisant aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait, comment dire, on a plutôt des grandes paroles de telle et telle promesse seront faites. On n'utilisera pas finalement des technologies qui seront capables de décider toutes seules, quoi. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Ah. Vous revenez d'ailleurs sur un truc essentiel, un point essentiel qui est la décision par rapport à l'aide à la décision. Et vous avez évoqué quelque chose qui me semble très important et que je voudrais creuser un tout petit peu. Les technologies, enfin l'IA apprend tout le temps. Et en quelque sorte, tout à l'heure, vous avez exprimé en disant, elle se délocalise, elle est partout, et spontanément partout. Je crois avoir compris ça, j'espère que je ne me trompe pas, mais si c'est le cas, en tout cas, j'ai une question, c'est la suivante. Il y a eu une controverse à peu près dans les années 80-84 aux États-Unis entre deux chercheurs dont l'un a dit nous allons vers des accidents normaux au sens où les technologies sont telles que tôt ou tard, il y aura des situations pour lesquelles elles ne sont pas préparées et structurellement elles ne le seront jamais. Et donc, elles vont imploser. Et ça, c'est Charles Perrow qui dit ça. Et le chercheur avec qui il y a eu la controverse dit oui, Perrault a raison, elles imploseront si on ne tient pas compte du fait qu'il y a les humains qui sont tout le temps là à concevoir, à maintenir, à utiliser les technologies. Et il s'appelle Carl Weick, il ajoute
les humains introduisent une forme de flexibilité dans les radicales, comment dire, événements graves dont les technologies sont capables ou dont elles sont susceptibles ou vulnérables, auxquelles elles sont vulnérables. Et moi, ça me fait penser au fait qu'on a créé des robots traders qui font des transactions tellement rapides qu'on est obligé régulièrement de les débrancher. Et là, j'ai une question pour ceux parmi vous qui sont experts, moi je ne le suis pas. Est-ce qu'il ne suffit pas de débrancher tout court des systèmes, de ne pas les alimenter en électricité pour arrêter le processus? Et dans ce cas-là, la question, c'est qui a l'autorité pour le faire, etc. Donc, autrement dit, les technologies ne se déploient qu'autant qu'on leur donne les moyens de le faire. Est-ce que je me trompe là-dessus? Oui, enfin, ça me rappelle une petite anecdote. Quand en 2015, je travaillais pour un institut entre autres un institut de recherche européen, et le sujet c'était la robotique. Et puis il y avait vraiment deux grandes, comment dire, deux grandes voix dans les conversations qu'on a eues au sein de la Commission européenne. La première, c'était eh bien, certains chercheurs prônaient une personnalité juridique du robot. On avait même comment dire, réfléchi à cette question de finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer le mariage d'un robot avec un être humain? Est-ce que ça ne serait pas possible, voilà, juridiquement? Vous savez, juridiquement, moi je suis assez basique, on ne connaît que les personnes et les objets, mais donc il avait été question que, eh bien, entre ces personnes et ces objets, on allait créer une autre catégorie qui fait qu'on serait à la frontière entre des droits humains et puis des droits, finalement, des devoirs, des obligations en tant qu'objet. J'aime pas vraiment ce terme. Du reste, cette question est revenue il y a maintenant 3 semaines. J'ai vu que c'était de nouveau sur la table cette question de droit humain aux objets. Pourquoi je vous dis ça? Ça va rejoindre ce que vous avez dit. C'est que je me souviens, moi, que avoir dit, mais c'est bien gentil de réfléchir à ça, à créer, à donner une personnalité morale à des objets, à dire qu'une technologie décide, mais dans le milieu militaire, il a toujours été considéré que c'était une arme, un système d'armes, qui aurait jamais de décision de tuer, parce que le problème dans la robotique militaire, c'est que vous donnez un pouvoir de décision, vous l'associez à une puissance de feu. Donc, en fait, dans le milieu militaire, on avait toujours dit non, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de décision de la machine. Ça restera finalement une machine. Et puis, vous savez quoi? En fait, on la débranche, on tape, on appuie sur on ou sur off. Je me souviens de la consternation dans l'espèce de froid qui avait été mis justement dans cette assemblée où comment, en fait, à quel moment on peut arriver avec une réflexion aussi simple de c'est on et off en fait. C'est à la fois notre grande fragilité d'ailleurs parce que tout est maintenant hyper connecté et que, par exemple, pour les Jeux Olympiques, c'est un véritable problème d'ailleurs que tout soit tout très connecté. Voilà, parce qu'on craint aussi la grande panne numérique. Donc ça, c'est encore une possibilité de mettre ça dans des mains malveillantes. Mais je me souviens effectivement de cette réflexion parfois, comment dire, basique de stop 2 secondes, en fait, ce n'est qu'une machine. Et je trouve que là, on commence un peu à, comment dire, à fermer la parenthèse justement de l'anthropomorphisme, des droits, de l'intelligence artificielle qui décide, etc. Et j'en suis contente parce que franchement, ça a créé un phénomène un peu de peur, enfin de peur, de fantasme sur le sujet qui est jamais très bon, voilà, quand on veut réglementer ou quand on veut faire avancer une société dans le bon chemin. Alors, si vous me permettez hyper rapidement, de peur, et alors moi je partage complètement, je crois totalement infondé, parce qu'elle n'est fonction que de nos fantasmes pas du tout contrôlés, donc c'est un problème humain et pas technologique, et vous l'avez rendu tellement malheureusement radical, malheureusement vous me réjouissez quand vous dites un truc aussi dramatique que le suivant, c'est qu'une guerre, il faut qu'il y ait des morts, et des morts humains. Et ça, je le ressouligne parce qu'on perd de vue complètement le sens de ce que nous faisons, à croire que les technologies font tout toutes seules. Je ferme la parenthèse, mais merci beaucoup de vos points. Merci. Je vais reprendre la main et je propose qu'on clôture cette question. Merci pour vos 2 réponses qui étaient absolument intéressantes. J'ai une question maintenant qu'on a vu qu'on souhaitait quand même au rang européen réguler l'intelligence artificielle.
J'aimerais poser la question suivante à Gontran, vous qui faites du conseil et qui avez l'habitude d'accompagner des organisations dans le déploiement de l'intelligence artificielle et des technologies diverses et variées. Comment est-ce que vous, justement, vous favorisez un déploiement utile, pertinent, et comment est-ce que vous encadrez finalement les organisations et comment est-ce que vous les aidez à implémenter les outils d'une manière intelligente? Est-ce que ça passe par des chartes éthiques, plus ou moins de formation? Je suis preneur de votre réponse. Bah, je crois qu'il y a un sujet qui est celui de l'adoption, en fait, derrière. Il y a beaucoup de notions, finalement, qui se mêlent derrière cette question. Je pense à la fois de transformation, parce qu'on parle de transformer les sociétés. Alors là, je parle des sociétés économiques, pas des sociétés au sens civilisation. Donc, comment, voilà, la question c'est comment est-ce qu'on équipe les sociétés de cet outil, si possible bon, enfin bon, d'ailleurs, il aurait fallu définir ce qui est bon à nouveau, mais de cet outil pour à des finalités intéressantes, mais pour transformer, il faut adopter, parce que là aussi, on se dit que l'humain est au centre. Aujourd'hui, on a des processus, D'ailleurs, je me demande même si la notion de processus va survivre à l'IA, mais ça, c'est c'est une autre question. On a des modes opératoires qui reposent encore beaucoup sur des humains, et tant mieux. Donc, avant toute chose, le sujet, c'est l'adoption pour que ces humains acceptent et je crois qu'il y a un vrai challenge à leur faire accepter, accepte d'être augmenté. Là, vraiment, j'utilise le mot augmenté et non pas remplacé par des intelligences artificielles. Donc, le cœur de la bataille, il est au niveau de cette transformation. Alors, on parle beaucoup de change management, mais de cette transformation des humains. Et ça a beaucoup d'implications parce que on imagine assez mal finalement le paysage RH des entreprises, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'il s'agisse d'administration, le paysage RH en France, mais dans le monde, il y a tout un tas de facteurs qui sont extrêmement variés. Je pense, pour n'en citer que deux, mais qui, dès qu'on y réfléchit un petit peu, sont frappés au point du bon sens. Il y a un facteur d'éducation. Il y a fort à parier que même si ces IA sont invasives, c'est le mot que j'aurais employé pour qualifier ce que disait Isan, c'est ce que reprenait Laurent. Elles sont partout, même à notre insu. Même si ces IA sont invasives, les utiliser en pleine conscience nécessite un certain niveau de formation et on sait que on se forme d'autant mieux qu'on a déjà été formé. Donc, dit de manière courte, c'est finalement les populations les plus éduquées qui vont tirer dans un premier temps le meilleur bénéfice de cette transformation. L'autre effet qui est assez qu'on néglige, c'est qu'il y a des, des- des sujets de pyramide des âges dans les entreprises. Il y a des secteurs où l'âge médian doit être à 55 ans. Il y a et là aussi, c'est frappé au coin du bon sens qu'il est plus difficile d'adopter une transformation liée à l'intelligence artificielle en pleine conscience quand on n'est pas de la plus jeune des générations. En tout cas, je pense que l'adoption est facilitée pour les jeunes. À nouveau, sans faire d'ostracisation à l'endroit des plus âgés d'entre nous dont je suis par ailleurs. Donc, pour revenir sur ce sujet d'adoption, c'est extrêmement polymorphe. Il y a pas de recette magique. Il y a juste je pense, arriver à créer une vision, une envie d'adhérer à une augmentation par l'outillage. Quelque chose qui ne soit pas du domaine du dogmatisme. Je pense qu'il ne faut pas être technobéat dans cette histoire. Il ne faut pas imaginer que l'IA va résoudre tous nos problèmes, mais bien prendre conscience que sur certaines actions, elle va être meilleure que nous. Et alors, en toute humilité, et ça rejoint la théorie chère de Laurent, ce qu'on sait, qu'on ne sait pas, etc. En toute humilité, plus on sait de choses, plus on est formé,
plus on sait ce qu'on ne sait pas. Et donc, plus on sait que l'IA peut nous aider et être extrêmement performante dans des zones où nous-mêmes nous touchons aux limites de notre performance sur le plan des tâches accomplies par une intelligence artificielle. Donc, l'adoption de ces IA est clé finalement et elle dépasse, à mon sens, le sujet de charte éthique. Après, et parce que je voudrais pas, ma réponse n'arrête pas là, je balaye pas d'un revers de main le sujet de la charte éthique. Au contraire, je pense que c'est au travers de cette éducation, mais dont décidément, on a dit qu'on parquait la question, mais on voit bien qu'elle est centrale. C'est au travers de cette éducation que chacun percevant la capacité d'augmentation de l'IA peut également en percevoir les finalités et les limites dans les finalités. Et c'est peut-être ça qu'on devrait nommer une charte éthique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être finalement intériorisé, alors formalisé à l'échelle d'une entreprise sans aucun doute, mais intériorisé à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, définitivement, cela pose le sujet de la formation et notamment de la formation initiale. Attendez, je vois qu'il y a deux questions. Monsieur Grujanovic et Monsieur Melchior de Polignac, si vous souhaitez, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une question qui me brûle les lèvres depuis quelques minutes et Gontran commence à en parler de formation. Et moi, je me pose la question et je la pose ouvertement, comment éduquer? Alors, pour ne pas être trop général, mais un peu plus spécifique, permettez-moi juste 20 secondes de spécifier justement ma question. J'entends que l'IA, et ça confirme mon analyse également personnelle, est rapide dans sa propagation, est puissante et inéluctable dans son déploiement. Ce qui fait que la question devient urgente et brûlante pour moi d'éduquer. Il reste une petite fenêtre d'opportunité pour le faire. Je crois qu'on a beaucoup raté le coche d'éducation aux technologies, puisqu'on a cru qu'en donnant une tablette à des collégiens, ils sauraient utiliser le numérique. C'est comme si on donnait une voiture majorette, une petite voiture, un jouet, pour dire tu sauras conduire une voiture. Et avec l'IA, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension de puissance. La question du bon outil, je n'ai pas la réponse, mais c'est un outil qui doit nous faire progresser sans nous faire régresser. Et au-delà de l'usage quotidien, de l'utilitaire, de l'économie de l'usage, mais également dans le moyen terme. Et je pose la question à 3 niveaux. Comment éduquer? Alors j'entends au niveau plus politique, utilisé à bon escient, et les réglementations, espérons-le, pas que l'arsenal juridique, mais l'arsenal tout court, sans être militaire, pour pouvoir se défendre contre les mauvais usages, mais également comment l'utiliser, cette IA, et savoir même comment elle fonctionne. Parce que ce qui se passe là autour de notre table ronde, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre nous, et moi je ne le sais pas, comment ça fonctionne ce réseau neuronal informatique. Je crois que même des concepteurs, ce que j'ai cru comprendre et lire, c'est pas qu'ils perdent, il n'y a pas le syndrome Terminator chez eux en disant ils perdent le contrôle de leur machine, mais ne comprennent plus la traçabilité de la création de l'IA. On ne sait pas comment elle a créé tout ça, tellement ça devient complexe. Donc, je repose maintenant ma question, comment éduquer? Est-ce que vous avez déjà des pistes d'éducation larges et démocratiques de manière urgente? Pardon, j'ai été un petit peu long, excusez-moi. Peut-être 3 mots, c'est un retour d'expérience de ce qui a pu être fait au ministère et plus largement dans les institutions. Il y a sans doute 3 niveaux. Le premier, c'est les hauts dirigeants.
Pourquoi? Parce que, il faut qu'ils comprennent effectivement l'objet politique et puis aussi, qu'ils nous donnent la vision. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie en intelligence artificielle? C'est un terme qui est très galvaudé, mais qui était essentiel pour les administrations, puisque c'est ce qui permet de donner la stabilité. Moi, j'entends beaucoup parler de méthode agile, mais en fait, s'il n'y a quand même pas un fond de stabilité avec une vision claire de où on mène le bateau, ça me semble compliqué. Donc, il faut, ça pour moi, les hauts dirigeants avant tout, ne serait-ce que pour donner voilà, un cap qui est essentiel. Et d'ailleurs, il faut saluer la France, l'Union européenne et certaines administrations de ça y est, donner un cap, ce qui permet, là encore, c'est une première forme d'acculturation. Peut-être le deuxième niveau, c'est au niveau des chefs de projet, pour qu'ils aient cet automatisme, donc nous, c'est ce qu'on fait au sein du ministère, pour qu'ils aient cet automatisme de vous êtes en charge d'un process numérique, d'une transformation numérique quelconque, il faut savoir si quelle est la plus-value, ce terme est important, la plus-value de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est important de mettre de l'intelligence artificielle là-dedans? Est-ce que vous avez besoin que le traitement de l'information soit fait rapidement? Oui, non. Nous, typiquement, dans le cadre des enquêtes, il y a beaucoup de choses qui sont numérisées, bien évidemment, pour aller prendre de l'information, par exemple dans le régime de la preuve numérique. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en lien, créer des graphes pour que ça aille plus vite pour l'enquêteur? Voilà. Y a-t-il une plus-value? Oui ou non? Mais le chef de projet, il faut qu'il ait ce questionnement-là de y a-t-il une plus-value? Donc pour ça, il faut qu'ils comprennent à quoi sert l'intelligence artificielle et puis qu'on ouvre le capot ensemble. D'où l'importance finalement de scientifiques, de gens qui ont fait de l'intelligence artificielle. J'insiste là-dessus. Voilà, il y a l'ingénieur qui a toujours travaillé sur les données, n'est pas celui forcément qui est ingénieur en IA ou encore c'est encore différent de celui qui fait de la recherche en IA. Voilà, c'est vraiment trois profils différents qui ont besoin de travailler ensemble. Peut-être dernier, donc après ces deux niveaux-là, le dernier niveau, c'est le niveau bien évidemment de l'utilisateur, de l'opérateur. Eh bien, à lui, puisque c'est quelque chose en plus qu'on nous demande dans la réglementation, l'opérateur, celui qui va manipuler ce système d'IA, qui va s'assurer de ses mises à jour, il a besoin aussi d'être formé, à la fois sur le champ éthique, à quel moment aussi je fais un compromis dans la performance, ça on n'en a pas parlé. Vous prenez le sujet de l'intelligence artificielle, des systèmes d'IA. Si on prend celui des JO, vous savez, il y a une expérimentation IA. Il y a des compromis dans la performance qui ont été faits. C'est-à-dire que oui, on peut faire en sorte que la technologie continue à apprendre au moment de son déploiement, mais en fait, on s'arrête là. Parce que éthiquement, ensuite, on ne pourra plus avoir de contrôle humain et juridiquement, on n'y aura plus de chaîne de responsabilité. Donc, là aussi, il y a l'éthique et le droit qui interviennent. Mais à ce niveau-là d'opérateur, nous, on a formé nos opérateurs sur qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce qu'on va vous demander sur votre appropriation sur le X. Peut-être dernier aussi élément, qui est le côté citoyen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la citoyenneté, le citoyen. Je dois dire quand même, il faut saluer l'énergie qui est mise par le CNUM, donc c'est le Conseil national du numérique, et par la personne aussi de Gilles Babinet, qui essaie de mettre en place des cafés IA pour justement sensibiliser jusqu'au dernier, jusqu'à l'utilisateur final, hein, qui est pour moi le grand sujet de société, je suis d'accord. Je vais vous prendre un exemple. Quand ChatGPT est arrivé, je ne crois pas, sauf à me tromper, qu'il y ait eu effectivement un mail de l'Éducation nationale disant à ses professeurs, attention, il va y avoir une utilisation massive de ChatGPT. Est-ce que vous êtes formés à ça? Est-ce qu'il y a eu une formation finalement de ces professeurs-là pour qu'indirectement ensuite on puisse former les élèves, collégiens, lycéens, voilà. Je dois sans doute aussi louer ce qui vient d'être fait par notre État, qui a écrit un rapport sur justement, vous savez, le temps perdu, à la recherche du temps perdu, sur le rapport du numérique et des enfants et de la formation. Rappelons que la majorité numérique, c'est 15 ans. Bon, comme ça, je le rappelle ici, s'il y a des étudiants, hein, que vous n'avez pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux avant 13 ans, pas après, avant 13 ans, voilà. Il y a quand même un âge, il y a une majorité numérique. C'est juste que là aussi, il y a un problème de formation. Dernier élément, peut-être que pour que la formation marche bien, il faut un subtil mélange de formation continue,
Et puis, il faut effectivement qu'il y ait cette formation en continu tout le temps. Donc, c'est un gros investissement, hein, pour les entreprises, les institutions, d'être formées régulièrement à chaque niveau et de suivre effectivement l'évolution de la technologie, puis également l'évolution des compétences qui devront être prises. Voilà. Si je peux peut-être ajouter un commentaire rapide, moi personnellement, je ne suis pas inquiète pour les grandes organisations. Elles savent faire et elles vont faire le nécessaire pour se former. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt tout le reste de la société. Et là, on est vraiment sur des thématiques d'acculturation de masse, que ça commence à l'école, hein, comme vous avez dit. Et à l'école, ça veut dire qu'avant effectivement de former les enfants, les collégiens, les lycéens, il faut convaincre les enseignants, ce qui n'est pas du tout évident. Et il faut expliquer plusieurs choses. Il faut expliquer c'est quoi cette IA générative et démystifier vraiment la chose. Et ça implique de bien comprendre les mécanismes et constater quelque part de façon pédagogique que non, ça n'est pas si intelligent que ça. Ensuite, il faut expliquer quels sont les bons gestes finalement pour l'utiliser de façon éclairée. Il faut expliquer les risques et notamment les risques qui vont survenir, comme ça a été dit précédemment, à l'insu des usagers. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment de l'acculturation de masse. Et si on ne le fait pas, il va y avoir des vraies problématiques de fracture numérique, des vrais phénomènes d'exclusion qui peuvent se manifester, sans compter tous les problèmes d'utilisation à mauvais escient, que ce soit de façon délibérée ou de façon totalement inconsciente. Voilà. Et juste pour l'anecdote, avec le Hub France IA, on a lancé une petite initiative pour former des députés. Et en fait, on s'est heurté à une difficulté très, très basique. C'est que, évidemment, les députés souhaiteraient être plutôt formés sur des technologies françaises souveraines. Et là, c'était compliqué de pouvoir mettre ça en place, ce qui aussi montre un peu la taille de la marche à franchir pour arriver à nous équiper de solutions à la fois souveraines et de confiance. Je prends la relève. Je suis désolé parce que je me sens obligé de renchérir sur ce qui vient d'être dit par Aisance et d'autre part par Rim, avec lequel je souscris, enfin je suis complètement en phase, mais j'irai encore plus loin sur un sujet, c'est que je pense que l'acculturation, passez-moi l'expression, mais c'est du pipi de chat. Enfin, les gens, la génération d'après, elle est acculturée et elle n'a pas besoin de nous pour apprendre à se servir de ChatGPT. En revanche, moi, et je vais vous livrer une expérience extrêmement personnelle, je me rends compte, pour tirer le meilleur parti, de manière éclairée, j'aime beaucoup cette expression, Rim, de manière éclairée des technologies mises à disposition, il faut avoir une sacrée capacité de problématisation, Laurent, vous l'avez rappelé précédemment. Et ça, là où je veux vous livrer une expérience personnelle, enfin une expérience, un chemin de Damas en quelque sorte que j'ai fait, c'est que moi je viens plutôt du monde des algorithmes. Donc j'ai applaudi à deux mains quand on a mis en place l'enseignement de Python au lycée. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'enseignement de Python, qui est un savoir-faire, qui n'est pas un savoir conceptuel, est-ce que vous pensez vraiment que l'enseignement de Python, aujourd'hui au lycée, est pertinent à l'ère de l'IA générative? Je ne le pense pas. Je pense que ce qui est pertinent, c'est de revenir à des savoirs conceptuels. Parce que pour prompter, pour poser une question, ne serait-ce que pour demander le concept d'un tableau ou enfin, tableau, je ne parle pas d'une peinture, hein, je parle bien d'un truc avec des colonnes, d'une matrice. Il faut être hyper structuré conceptuellement. Et ça, c'est pas en apprenant à faire du Python sans savoir pour qui et pourquoi qu'on y parvient. Donc, je pense que l'urgence au niveau de l'enseignement, et là, moi, je réponds pas aux trois niveaux, je réponds vraiment à l'école, et c'est le retour des savoir-faire fondamentaux. Parce que sans ça, vous ne savez même pas quoi demander à l'IA générative. Donc, je pense que ça, c'est sans doute l'urgence impérieuse que nous avons. Et je crains, pour le coup, qu'on se soit à l'échelle de beaucoup d'États, hein, ce n'est pas la France en particulier, je pense que c'est la succession économique. On a fabriqué une société du savoir-faire. Schématiquement, j'aime bien le rappeler, les gens savent exécuter des recettes, mais ils ne savent plus cuisiner. Et bien, Python, c'est exactement ça. Donc, les gens savent faire du code, mais ne savent
connaissent mal les concepts derrière. C'est extrêmement généraliste ce que je mentionne là. Et l'autre point qui me semble très important, c'est ce que disait Rim sur la souveraineté, du coup, je dirais presque pédagogique. C'est qu'effectivement, on était très désarmés, je pense. Enfin, le ministère de l'Éducation nationale était très désarmé face à une ovni qui arrive d'outre-Atlantique, qui est massivement adoptée pour avoir l'esquisse d'une réponse. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui nous échappe parce que finalement, à nouveau, hein, sur le plan, et il faudrait vraiment avoir un sursaut à l'échelle. Bon, il y a une époque d'élection européenne, donc je pense qu'il faudrait avoir un sursaut à l'échelle européenne et on a l'occasion de s'exprimer au travers de nos suffrages à la fin de semaine, avoir un sursaut de manière à s'équiper d'une réflexion à l'échelle sans doute donc du continent qui permettent non seulement d'avoir une souveraineté technologique, mais une souveraineté pédagogique, c'est-à-dire de s'approprier des concepts et de générer des concepts à l'échelle de notre continent. Alors, je voulais intervenir pour souligner l'importance des échanges qu'on a là. Je le fais d'autant plus que Gontran vient de dire ce qu'il a dit. Et je remercie M. Grojanovic pour le coup pour la question de l'éducation qui est absolument capitale. Très, très rapidement, il nous reste un quart d'heure. Un clin d'œil pour Roman et Valentin, c'est que vous aviez craint qu'on n'ait pas assez de matière. Et je fais remarquer que par rapport aux questions que vous aviez très aimablement prévues, on est à peine au tout début. Et il y a vraiment une matière extrêmement riche. Moi, ma caméra, j'arrive pas à la remettre en route. C'est un problème technologique que je ne maîtrise pas, donc désolé. Mais je suis bien là en train d'intervenir. Je propose ceci, c'est que Roman et Valentin, à partir de la discussion fondamentale qu'on a, parce que celle de l'éducation, elle est capitale, que vous disiez vos attentes pour le dernier quart. En gros, on a un gros quart d'heure qui va se rapetisser rapidement. Mais surtout, quelqu'un d'autre aussi voulait intervenir. Je crois qu'on avait dit qu'il y avait une deuxième personne qui voulait Oui, poser une effectivement, question. il y a Melchior de Polignac qui souhaitait poser une question tout à l'heure. Pour ne pas le frustrer, puisque ça m'embêterait beaucoup en tant qu'animateur de ce webinaire, j'aimerais beaucoup qu'il puisse poser sa question et qu'on puisse y répondre dans les délais impartis et éventuellement enchaîner. Donc, Là, Monsieur je de Polignac. partage et mes excuses, j'arrive vraiment pas à remettre en route la caméra, mais je suis là. Oui, mais je suis complètement d'accord. Alors oui, merci beaucoup. Eh bien, la remarque de Gontran tombe à pic puisque je suis étudiant au lycée et j'étudie le Python. Et bien que ça ne nous aide pas beaucoup, je pense, pour la compréhension de l'IA en soi, je trouve que ça pose beaucoup de bases qui sont très importantes puisque je m'intéresse personnellement énormément à l'IA et beaucoup des concepts que nous avons vus en Python nous aident et j'ai pu avoir le plaisir de fabriquer deux ou trois IA aussi. Mais ce que je voulais dire initialement, c'était qu'en fait, sur la question de la décision autonome des IA, j'avais eu une perspective très différente que j'ai rencontrée à un moment, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un général de l'armée de l'air qui m'avait confié qu'il regrettait beaucoup que l'IA ne soit pas autorisée à tirer toute seule, et notamment parce qu'en fait, il disait que les humains sont très souvent beaucoup plus prompts à tirer et beaucoup moins justes dans leur verdict dans leur verdict que les IA, et ce qui entraîne beaucoup de pertes qui sont souvent évitables et toujours regrettables. Alors, en un mot, ta question, enfin, qui veut répondre? Ne jamais faire confiance à un général de l'armée de l'air, vous dira une personne qui travaille à la gendarmerie. Non, oui, bah, en fait, c'est tout le problème de l'intelligence artificielle dans les armées, hein. C'est que ça fait aussi bien que ça fait aussi mal. Enfin, voilà, ça peut être beaucoup plus. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est développé, c'est que c'est beaucoup plus précis, effectivement. Mais ça peut être utilisé aussi massivement, hein. Ce qui est craint, c'est dans les armées, sur l'intelligence artificielle. C'est pas tant la précision comment dire, dans sa létalité, c'est plutôt des modes essaims.
ce qu'on n'a pas parlé, enfin, ce qui est l'équivalent en fait dans le milieu civil de l'IoT en fait, hein, de tous les appareils qui sont connectés. Et ce qui est craint surtout dans le milieu sécurité défense, ce sont les essaims de drones, les attaques avec plusieurs technologies, vous savez, et ça ferait des jeux de dominos. Et là, vous maîtrisez plus rien. Voilà, et donc il faut bien à un moment donné mettre une ligne rouge quelque part si on veut pas que ça soit le cas au final, quoi. Melchior, c'est Laurent de nouveau là qui intervient. Et pour rebondir sur ce que Isans vient de dire, moi je voudrais souligner un point qui me semble capital. À un moment donné, je crois que c'est Rime qui aviez dit que le mot d'intelligence n'est peut-être pas si approprié pour qualifier l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, Gontran a employé le mot de langage. Et nous savons que, et ça a été réutilisé, je crois, tout à l'heure par Valentin, dans le milieu de la réflexion sur l'IA, on parle des réseaux neuronaux. Moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, mais de Melchior en particulier et des étudiants qui nous écoutent. Il n'y a pas de neurones dans un ordinateur, il n'y a pas de langage dans les machines, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a du calcul artificiel qui est extraordinairement puissant. Gontran a dit, ce qui serait lucide, c'est qu'on repère où les technologies nous dépassent. Oui, bien sûr, dans la capacité de calcul, elles nous dépassent largement. Depuis qu'il y a eu les premières parties d'échecs ou de Go gagnées par des machines, on sait qu'en termes de calcul, les machines nous dépassent. Mais pas en termes, et là Melchior, c'est capital de le repérer parce que vous prenez un exemple qui est dramatique, c'est quand est-ce qu'on tue? Et on tue toujours pour une question de sens, pour une question de langage du coup, pour une question de valeurs, d'éthique, d'ordre politique, moral, et qui n'ont rien à voir avec les machines et réciproquement. Nous inscrivons dans les machines par les algorithmes des priorités. Les machines ne fabriquent pas par elles-mêmes de priorités. Elles calculent. Et du coup, quand un général de la Medler vous dit bah, ça tue de manière beaucoup plus ajustée, peut-être techniquement, mais encore faut-il avoir rentré le bon logiciel à l'avance. Et ça, la machine ne l'invente pas, le logiciel. Elle l'applique. Et le logiciel, il est inventé par des humains dans des buts belliqueux, par exemple, la guerre, mais ce sont les humains qui fabriquent le logiciel. Tout à l'heure, Isans de France a rappelé avec une justesse dramatiquement vraie, bah, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de mort. On est sur une question humaine et pas du tout sur une compétence décisionnelle des machines. Les machines ne décident pas. Isans l'a rappelé tout à l'heure, c'est une aide à la décision. Et donc, sous forme de boutade ou très sérieusement, je crois qu'il faut être prudent avec certains propos qui parfois vont trop vite. Et j'espère vous avoir convaincu, Melchior, d'une distance nécessaire par rapport à ces éléments. Voilà, je m'arrête là. Oui, je pense que vous avez raison sur les décisions fondamentales et notamment sur la guerre, puisqu'en fait, ce n'est pas un jeu, il faut y faire attention. Mais en fait, ce que j'avais trouvé de plus marquant dans les mots du général, c'était surtout qu'en fait, c'était pas tant les attaques que l'IA aurait décidé de faire et qu'un numéro n'aurait pas faites, mais plutôt celles que les IA n'auraient pas faites, puisqu'il a cité plusieurs fois des accidents très connus avec des opérateurs de drones américains qui avaient abattu des civils en pensant que c'était des combattants. Et c'était des erreurs qu'il avait dit que des IA auraient pu éviter. Alors, je trouve très important de dire un tout petit mot très rapide. Oui, bien sûr, nous faisons des erreurs, mais il faut beaucoup se méfier de croire que nous, humains, ne faisons que des erreurs et bien garder à l'esprit que c'est nous qui concevons les machines. Et les machines, dernier point tout à fait fondamental, fonctionnent, y compris ce qu'on appelle l'IA, à partir d'erreurs. S'il n'y a pas d'erreur possible, elle ne peut pas fonctionner. Donc c'est très très important de bien garder ça à l'esprit. Voilà, là, pour le coup, je m'arrête et mes excuses. Et la place à vous, Melchior, et à Roman et Valentin pour les 10 minutes à peu près qui nous restent. Oui, pour peut-être finir ou clôturer la discussion, moi je voulais revenir sur ce que Gontran avait dit, le fait de vouloir créer une vision et le fait que peut-être Python était devenu caduque ou obsolète dans nos enseignements au lycée, puisqu'il faudrait peut-être revenir à des savoir-faire fondamentaux de base qui seraient savoir problématiser, savoir poser des questions. Est-ce que c'est le retour en force des humanités ou en tout cas le retour en force d'une certaine humanité en nous face à la machine? Est-ce que c'est face ou est-ce qu'il faudrait peut-être réintroduire la technique dans la culture? Toujours en fait sur cette question d'éducation, que faire concrètement aujourd'hui? Je laisse qui veut répondre
Mais je trouvais ça très intéressant, la formulation créer une vision et revenir aux savoir-faire fondamentaux. Bah, je veux bien répondre pour expliciter un petit peu, et évidemment, je pense que Isance et Rim pourront compléter. Et fort de ce que Laurent rappelait, que j'avais précisé, il y a des domaines où l'IA est meilleure. Alors, sans prendre le cas extrême de la décision de tirer ou pas, hein, parce que là, on est sur des cas, là, on est sur l'éthique pour le coup, mais ce qui est important, c'est finalement de savoir là où l'IA est meilleure, là où elle est moins bonne. Je pense qu'on s'accorde tous à dire que l'humain est quand même meilleur en empathie, qu'il y a une sérendipité aussi humaine qui est attachante, le fait qu'on se plante parfois. Alors, je ne parle pas des cas où il faut tirer, hein, je parle de ce qui est de la sérendipité positive, on va dire, ça nous rend attachants. Donc, je pense que finalement, c'est d'une part cette chose-là, cette famille-là qu'il faut cultiver et qu'on nomme, enfin, je trouve qu'elle est extrêmement bien nommée et désignée sous le mot d'humanité. Parce que, apprendre en tant qu'humain, les humanités, c'est peut-être le moyen d'être encore plus humain. Et face à l'artificiel, c'est sans doute fondamental. Et après, j'en viens à la partie concepts fondamentaux. Vraiment, là, je suis convaincu et je prêche pas pour un retour. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis quand même plutôt assez moderne. Je ne prêche pas pour un retour du tableau noir et de la craie. Mais en revanche, bel et bien des enseignements conceptuels fondamentaux. La réalité, Melchior le précisait, c'est qu'on apprend aussi au travers de langages de programmation des concepts. Je pointais une éducation du savoir-faire par rapport à une éducation des concepts. C'est vraiment ça que je voudrais mettre en lumière, parce que c'est au travers de la maîtrise des concepts qu'on sait actionner. Un concept, c'est quoi? C'est un outil intellectuel. Donc, c'est au travers de la maîtrise d'un outil intellectuel qu'on sait actionner un autre outil intellectuel qui est, enfin, oui, intellectuel, un autre outil de savoir qu'est l'IA. Et c'est ça. Sinon, on n'est que des utilisateurs. Et souvenez-vous du cyborg et du centaure. Moi, vous avez compris, j'aspire à être plutôt du côté du centaure. Je crois que notre, enfin, si vous qui faites des études, vous aspirez à être du côté du centaure plutôt que du côté de l'utilisateur invisible de l'IA. Pour être du côté du centaure, il faut connaître les forces du centaure. Et connaître les forces du centaure, c'est en connaître d'une part la machinerie sans être dans le détail parce que c'est extrêmement complexe et tout le monde ne pourra pas maîtriser cela. Et d'autre part, ses forces, ses faiblesses et ses champs d'application conceptuels. C'était ça ce que je voulais préciser. Peut-être pour sauter sur ce qui vient d'être dit et en mots de la fin. Il y a une question qu'on me pose souvent dans les conférences et quand je fais des cours, c'est mais du coup, comment fait-on? Comment fait-on pour avoir la juste distance avec ces systèmes d'intelligence artificielle ou avec ChatGPT ou plus globalement avec le numérique qui vient en fait à chaque fois remettre une pilule dans l'excitation, dans l'envie, dans le besoin. Bref, ce qui fait vibrer chez nous parfois pas le meilleur de nous-mêmes. Hein, faut aussi dire ça. Eh bien, je me souviens avoir lu un rapport là-dessus il y a peut-être 5 ou 6 ans d'un homme qui s'appelait Patino. Il avait participé à ce rapport-là qui disait finalement, il y a 2 solutions qui sont plutôt basiques et qui rejoint ce que Gontran vient de dire. La première, c'est les livres. Réappropriez-vous le temps Regarde, et je suis en l'entièreté de. webinaire, est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes? Et réappropriez-vous le temps et puis l'entièreté d'une réflexion plutôt que être tout le temps dans la réaction et dans le punchline et dans la punchline qu'on a tout sur les réseaux sociaux et puis le matin quand on se lève et que le premier geste c'est de finalement regarder sur Google. Mais là encore, je vois que c'est un effort qui est compliqué, hein. En fait, il faut se discipliner et se réapproprier un livre le soir plutôt que effectivement d'être devant la télé. C'est du basique, mais en fait, c'est quand même une solution qui marche, voilà, et qui permet de nourrir l'esprit critique. La deuxième solution, disait-il et rappelait-il, c'est promenez-vous dans la nature, dans la campagne, ne serait-ce que pour vous, pour que vous puissiez vous réapproprier la notion de contemplation.
dans lequel, en fait, s'inscrit la notion de foi et d'engagement, pour lequel cette jeune génération essaie de trouver des réponses. Je vois bien, moi, le retour en puissance, alors au niveau géopolitique, c'est plutôt clair, hein, de la notion de sacré, de la notion de foi, d'engagement, et bah, justement, se réapproprier, voilà, des temps de promenade en pleine nature pour, enfin, faut quand même s'imaginer qu'en fait, on a toujours la tête en bas, quoi, hein. On est quand même pas très beau à avoir la tête tout le temps comme ça sur nos téléphones. Et du coup, voilà, remettre un peu la tête en haut, se réapproprier ces temps de contemplation me semble essentiel ensuite pour avoir cette juste distance avec cette hyper technologisation de la société. Voilà, mais ça demande effectivement beaucoup de discipline. Mais il paraît qu'on le cerveau s'habitue en quoi? En 12 ou 15 jours. Donc finalement, c'est 12 ou 15 jours d'habitude, de contraintes, et puis après, comment dire, ça devient une douce habitude. Voilà. Merci Isan. Je crois qu'il faut demander à Roman et Valentin d'aller vers la conclusion après qu'on aura entendu Rim sur la question, peut-être. Ou alors, Si Rim, de oui. façon mais ultra rapide, moi je dirais qu'en complément de ces actions finalement qui sont plutôt à l'échelle individuelle, hein, que décrit Isance, je pense qu'on manque un peu aujourd'hui d'une réflexion, enfin d'une vraie réflexion sur quel projet de société on veut porter, hein, fondamentalement. Et je ne le dis pas juste par rapport à la technologie, je le dis aussi par rapport aux enjeux environnementaux. Je trouve qu'il y a eu un exemple finalement de réflexion de ce type avec la Convention citoyenne sur le climat. Peut-être qu'il faudrait faire une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, mais à la fin des fins, on voit bien que ce qui est à l'œuvre, c'est d'un côté comment dire, des choix entrepreneuriaux qui sont extrêmement structurants pour la société, et qu'en face, il faut poser cette réflexion pour organiser la dialectique qui va bien, pour que ces choix entrepreneuriaux soient vraiment au service de la société qu'on veut dessiner pour nos enfants. Pour nous, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, au moins pour nos enfants et les prochaines générations. Voilà. Moi, je voudrais dire que, à la fois sur les plans micro et macro, ce qu'on est en train d'entendre, c'est évidemment la question des humanités. Et la question des humanités, c'est notre capacité spécifiquement humaine de problématiser. La question de savoir pourquoi on fait quoi, c'est notre question spécifiquement humaine. Il n'y a aucune machine qui n'arrive à une conscience quelconque du sens de cette question. Et ça, c'est du coup, ce qu'on est en train de dire est absolument essentiel. Moi, je m'arrête là, mais en remerciant beaucoup Valentin et Roman pour l'animation. Et si vous voulez reprendre la main, Valentin et Roman, mais peut-être qu'Abdou veut dire quelque chose pour conclure. Mais merci en tout cas. Et à tout le monde de vos présences et tout. J'allais dire, c'est malheureusement passionnant, malheureusement au sens où on pose des questions de très grande importance et parfois gravité. Bien, si personne ne reprend la main, je vais conclure gentiment. Après avoir abordé la notion de bons outils, de régulation, les notions d'adoption qui sont absolument fondamentales, avoir parcouru la notion d'humanité qui vraisemblablement n'est pas morte, et très récemment la notion de discipline, on a pu constater que la technologie était bel et bien présente dans nos quotidiens et qu'il était de notre ressort en tant qu'humain d'en faire bon usage et de prendre les bonnes habitudes, puisqu'il ne faut pas regarder son téléphone en permanence, puisqu'on n'est pas beau la tête baissée. Donc, levez un petit peu les yeux, allez vous promener, hein. Issens l'a très bien dit, et c'était des mots qui m'ont particulièrement touché en tant que jeune, puisque c'est vrai qu'on a tendance à passer beaucoup de temps sur nos écrans. Je tiens à remercier à nouveau les intervenants pour la qualité des propos qui ont été tenus ce soir. Le MetaLab vous donne rendez-vous très prochainement pour la table ronde qui donnera suite à celle-ci, qui se tiendra sur le lien qui existe entre la technologie et la créativité. Et c'est tout pour moi. Si jamais quelqu'un souhaite conclure, je lui laisse ma place. Oui, Abdou, si je peux me permettre, c'est Muriel Toiti. Alors, je ne mettrai pas ma caméra parce que je suis dans mon véhicule. Cher Laurent, si tu me l'autorises, les humanités, bien évidemment, tu sais que tu prêches une convaincue et c'est pas anodin. Si nous avons souhaité aussi chez OnePoint, dans le cadre de son école, et je l'ai mis dans le chat, façonner, concevoir une formation autour justement de qu'est-ce que fait société et qu'est-ce que sont nos humanités pour encore mieux positionner l'humain au cœur du réacteur. Et au-delà de ça, que l'humain soit en pleine maîtrise, en pleine conscience, comme Gontran le rappelait tout à l'heure,
de son utilisation avec l'IA, mais j'aimerais conclure peut-être avec un point qui est très intéressant. Frédérique Vidal, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Alice Guillon de Schema, ont monté une fondation qui s'appelle Higher Education for Good. Et elles ont souhaité, sur ces sujets qui nous occupent là, eh bien, lancer un questionnaire à 15 000 étudiants dans le monde. Alors, quand on dit dans le monde, évidemment, on parle de différentes cultures. Qu'est-ce qu'ils attendent finalement de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de la société d'aujourd'hui et de demain, et par ricochet de leurs humanités? Tranche d'âge, 18-30 ans. Et qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Deux phénomènes, 2 points qui m'ont extrêmement surprise, et avec ça agréablement surprise, et je pense que ça va vous surprendre aussi, que les jeunes d'aujourd'hui sont en quête de sens, de valeur et de spiritualité. Et avec ça, j'aimerais conclure, parce que oui, l'IA, l'intelligence artificielle, de toute façon, l'innovation va à telle allure que de toute façon, on peut devenir dépassé, mais on n'est pas obligé d'être dépassé, et qu'il y a des dimensions dans notre existence autour de notre condition humaine éminemment majeures, qui sont aussi portées par de la spiritualité, par des valeurs, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà ce que je voulais dire, peut-être en totale conclusion. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour sa participation. C'est plein d'espoir et les jeunes, c'est le futur. Du coup, Roman et Valentin au boulot. Merci à tout le monde en tout cas et très 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 bonne soirée. Merci. Merci à Merci, tous. bonne soirée. Merci, bientôt bonne pour la soirée. suite. À toutes et tous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.